Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Les procès-verbaux soumis à une exigence de loyauté. J'ajoute que naturellement, toute iniquité est odieuse en soi, mais qu'elle l'est tout spécialement quand on la déguise de vertueuses apparences. Théodore Monod. La loi du 15 juin 2000 prône le respect de la présomption d'innocence jusqu'à la condamnation définitive de la personne poursuivie. Comme l'énonce clairement l'article préliminaire introduit en tête du Code de procédure pénale, le procès pénal doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Reprenant à son compte les préceptes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, le législateur s'évertue à trouver les mécanismes procéduraux permettant autant que faire se peut, de préserver les intérêts de celles et ceux qui, à quelque titre que ce soit, se trouvent confrontés aux institutions répressives. Le procès pénal doit être équitable pendant tout son déroulement, de la découverte de l'infraction à la condamnation de l'auteur. Cette exigence d'équité dans le procès implique une certaine loyauté dans la recherche des preuves. S'y voit donc soumis l'instrument principal de la preuve pénale, le procès-verbal. La modification de l'article 429C professeur PE accent aigu N, par son obligation de mentionner les questions posées, soumet leur rédaction à une certaine loyauté. Celle-ci exclut tout recours à des ruses, artifices ou pressions quelconques lors des interrogatoires ou auditions pour faire parler la personne. L'excuse de vérité ne doit pas altérer l'équité des modes de preuve. La mention des questions posées informe donc le lecteur sur le déroulement de l'interrogatoire et impose au rédacteur interrogateur une certaine probité. Ce dernier doit être loyal dans le contenu de ses questions, ainsi que dans la retranscription de celles-ci et de leurs réponses. Cette obligation doit donc être reconnue comme une nouvelle garantie en faveur des personnes interrogées. La rédaction des questions procure un éclairage nouveau sur les champs obscurs de la procédure que sont les interrogatoires et les auditions. Elle renseigne sur les rôles respectifs des protagonistes des auditions, leurs pouvoirs, leurs limites. Elle répond à la demande de transparence du procès pénal en toutes ses étapes afin d'en assurer, au moins en apparence, l'équité, chapitre 1. Mais cette nouvelle obligation impose un formalisme accru des procès-verbaux, alourdissant la charge des enquêteurs qui en sont les rédacteurs principaux. L'interrogatoire pourrait souffrir d'un manque de souplesse par une soumission trop stricte à des contingences matérielles. De là, l'exploitation du contenu de celui-ci s'en verrait limitée notamment en cas d'annulation du procès-verbal pour non-respect des nouvelles prescriptions légales, chapitre 2. Chapitre 1. Une volonté de transparence, la mention des questions. Les naïfs s'imaginent que la police interroge pour découvrir la vérité. Mais comment découvrirait-elle la vérité, si elle ne la possédait pas ? Mieux vaut s'étenir à ce que le premier policier de l'histoire, Javet, nous enseigne. Questionner sur ce que l'on sait déjà. Michel del Castillo. La mention des questions posées s'impose à tous les types d'interrogatoires et d'auditions quel que soit le cadre juridique d'enquête. Enquête de flagrance, enquête préliminaire, instruction préparatoire. La transparence se doit d'être générale. Si auparavant, les interrogatoires et auditions menés par le juge d'instruction étaient déjà relativement encadrés, il en allait autrement pour ceux réalisés en cours de garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire. La réforme de l'article 429C professeur PE accent aigu N ajoute un formalisme supplémentaire dans l'enquête policière qui étend les possibilités de contrôle sur les enquêteurs, section 1. Ce faisant, la réforme permet une certaine unification des conditions de déroulement et de contrôle du contenu des interrogatoires quel que soit le type de procédure, section 2. Section 1. Un nouveau formalisme dans l'enquête policière. L'enquête de police sous ses deux formes, enquête de flagrance et enquête préliminaire, a longtemps échappé à tout encadrement trop strict. Le maître mot était la souplesse. Ainsi, l'enquête préliminaire fut créée officieusement par une pratique des parquets voulant être éclairés sur une affaire ne répondant pas aux exigences de la flagrance avant d'entamer toute poursuite. Mais elle ne fut formellement légalisée que par le Code de procédure pénale de 1958.
Au cœur de ces enquêtes, une mesure apparaît, la garde à vue. Née de la pratique des policiers et gendarmes de retenir et d'interroger quelque temps dans leurs locaux toute personne suspecte ou témoin en lien avec la commission d'une infraction. Là encore, le Code de 1958 officialise la mesure. Depuis les lois des 4 janvier et 24 août 1993, le législateur s'efforce d'encadrer strictement cette mesure afin de protéger le mieux possible les personnes privées de leur liberté. Pour autant, les lois du 4 mars 2002, 18 mars 2003 et surtout 9 mars 2004 ont démultiplié les régimes de garde à vue dans un objectif pragmatique d'efficacité des enquêtes de police au détriment des prérogatives des individus qui y sont soumis. L'outil de contrôle par excellence, en plus de celui du procureur de la République dans le cadre du traitement en temps réel des infractions, est le procès-verbal de garde à vue qui se distingue nettement des autres PV par les mentions qui doivent y figurer. 1. Or, et c'est la raison pour laquelle la garde à vue est un outil aussi prisé et important dans le temps du procès, les interrogatoires qui se déroulent pendant le temps de la mesure consistent dans la confrontation de l'enquêteur et du suspect, seul, sans témoin. Seul le PV laisse trace de la lutte des mots qui s'est jouée. La mention des questions n'en est que plus éclairante. 2. 1. Spécificité des procès-verbaux durant la garde à vue. Le temps de la garde à vue, véritable privation de liberté d'une personne, est consacré essentiellement à l'interrogatoire de la personne suspectée ou à l'audition d'un témoin. Justifié par ce que le Code de procédure pénale appelle sommairement les nécessités de l'enquête, la garde à vue se voit entièrement résumée par un procès-verbal. Avec la mention des questions, celui-ci non seulement va établir comme auparavant l'historique de la mesure A, mais surtout, fera apparaître directement la parole même de l'enquêteur B. À l'historique de la garde à vue. Mesure de privation de liberté, la garde à vue voit son déroulement particulièrement encadré par le Code. La décision de placement en garde à vue constitue, pour la jurisprudence, un pouvoir propre de l'officier de police judiciaire qui décide du moment où il peut en faire usage. Rédigé sur le champ et signé sur chaque feuillet par un OPJ, le procès-verbal qui relate toutes les opérations et démarches effectuées pendant le temps de la mesure doit répondre à certaines obligations légales. Ainsi doivent y figurer les motifs de la garde à vue. Avec la loi du 4 mars 2002, seules les personnes à l'encontre desquelles existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, peuvent être mises en garde à vue. Le PV doit donc préciser la nature et la plausibilité de ces raisons, permettant la mise en œuvre de la mesure. Il mentionne aussi le cadre d'enquête. La date et l'heure du début de garde à vue en toutes lettres. Cette mention permet de contrôler a posteriori la durée de la mesure et de vérifier si la notification des droits a été immédiate. Le point de départ de la garde à vue est le moment où l'intéressé a été privé de sa liberté, en pratique au moment de son interpellation. Mais il peut arriver que la garde à vue fasse suite à une audition, à laquelle une personne s'est librement présentée, ou à une perquisition. Le début de la mesure est avancé rétroactivement, à compter de l'heure d'arrivée dans les locaux ou du début de la perquisition. Une telle pratique est acceptée par la Cour de cassation, car elle est favorable au gardé à vue. La mention de l'avis au procureur de la République, celui-ci doit être effectué dès le début de la garde à vue, art. 63 C professeur PE accent aigu N. Le détail des droits dont dispose la personne. L'OPJ doit immédiatement informer le gardé à vue de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, art. 63 A1 C professeur PE accent aigu N, de son droit à faire prévenir un proche, art. 63 A2 C professeur PE accent aigu N, à être examiné par un médecin, par. 63 A3 C professeur PE accent aigu N, de son droit à s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, art. 63 à 4 C professeur PE accent aigu N. En ce qui concerne cet avis, la personne est informée de l'heure à laquelle son avocat pourra intervenir. Le droit commun prévoit une intervention dès le début de la garde à vue et jusqu'à récemment, à sa 20e heure. Cependant, la loi du 9 mars 2004 supprime l'entretien de la 20e heure et surtout, crée une procédure spécifique relative à la criminalité organisée qui prévoit la possibilité de 2 prolongations supplémentaires de 24 heures chacune.
Au moment de la notification de ces prolongations, la personne est avisée de son droit à l'entretien avec un avocat à l'issue de la 48e heure puis de la 72e heure. La mention de cet avis se doit d'être aussi inscrite au procès-verbal, et la personne doit l'émarger. En matière de trafic de stupéfiants et de terrorisme, l'entretien avec l'avocat n'intervint qu'à l'issue de la 72e heure. En outre, la loi du 15 juin 2000 avait introduit la mention de la possibilité de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées, art. 63A1 CPROC PE accent aigu N. Mention en était faite au PV. Puis, la loi du 4 mars 2002 modifia cet énoncé. La personne était informée qu'elle avait le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire. Enfin, la loi du 18 mars 2003 supprima totalement cet avis. Le droit au silence demeure, mais sa notification n'apparaît plus au procès-verbal. Enfin, mention doit être faite du droit de l'article 77A2 C professeur PE accent aigu N. Il permet à la personne gardée à vue dans une procédure de droit commun, lorsque 6 mois après cette mesure se seront écoulés et si elle n'est toujours pas poursuivie, d'interroger le procureur de la République sur les suites qu'il entend donner à la procédure. Les suites qui sont données à l'exercice des droits: entretien avec l'avocat, visite du médecin, appel à un proche. Les heures de repos, la durée des interrogatoires et les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter. 64 C professeur PE accent aigu N. La retranscription des auditions avec la rédaction complète des questions auxquelles il est répondu. La date et l'heure de fin de garde à vue ou de présentation à un magistrat, art. 64 C professeur PE accent aigu N. Figure aussi l'identité du comparant. La pratique distingue la grande identité pour les suspects, nom, prénom, l'usuel est souligné, alias ou surnom, date et lieu de naissance, filiation, situation familiale, nationalité, profession ou fonction, domicile, situation militaire, décoration, diplôme ou degré d'instruction, antécédents judiciaires non amnistiés. Pour les témoins, on mentionne la petite identité, nom, prénom usuel, date et lieu de naissance, profession ou fonction, domicile. Pour toute personne citée dans le PV, on utilise l'identité succincte, nom, prénom usuel, âge, profession ou fonction, domicile. Au fur et à mesure de l'audition, l'officier signe et fait signer les procès-verbaux à la personne gardée à vue, art. 63 à main CPROC PE accent aigu N. À l'issue de la garde à vue, il rédige un procès-verbal récapitulatif. La pratique diffère selon les institutions. Dans la gendarmerie nationale, la garde à vue ne fait l'objet que d'un seul et même PV. Les auditions sont retranscrites les unes à la suite des autres avec précision de la date et de l'heure. De même, tout événement est mentionné lors de sa survenance, entretien avec l'avocat, visite du médecin. La lecture du PV et la compréhension du déroulement de la garde à vue se trouvent facilitées par ce type de présentation. Au contraire, dans la police nationale, chaque interrogatoire fait l'objet d'un PV distinct suivant en cela les prescriptions de l'article des 10 CPROC PE accent aigu N pour l'enquête de flagrance. En matière préliminaire, un seul PV est possible art. Des 11 CPROC PE accent aigu N. Puis, à la fin de la mesure, l'OPJ dresse un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des actes effectués. Cette présentation, plus lourde, ne facilite pas l'appréhension du contexte de chaque interrogatoire qui se voit présenté comme une entité distincte du reste de la garde à vue. Au contraire, les PV de la gendarmerie incorporent l'audition dans le corpus de la garde. Dès lors, les règles strictes qui régissent la rédaction des procès-verbaux de garde à vue entraînent la rédaction d'un véritable historique de cette mesure. Celui-ci pourra donc être ensuite disséqué, analysé, contrôlé pour comprendre le contexte des interrogatoires et auditions qui s'y sont déroulés. Ainsi, les magistrats portent une attention particulière aux heures de repos et d'alimentation pour vérifier que la personne n'a pas été placée en situation de faiblesse du fait d'une pression psychologique causée par des interrogatoires trop rapprochés, sans temps de récupération suffisant. Pour autant, étant donné l'état de délabrement avancé des locaux de garde à vue, le repos réparateur n'est en ce cas qu'une notion bien relative. D'ailleurs, il faut entendre par temps de repos l'intervalle séparant deux interrogatoires et non un temps de repos effectif. De même,
La date et l'heure des interrogatoires sont des outils intéressants pour s'assurer de l'état de compréhension de la personne. On n'interroge pas un enfant à l'heure de sa sieste si l'on veut qu'il soit attentif, ni une personne plus âgée à l'heure où celle-ci se restaure conformément à ses tenaces habitudes. Si tel était le cas, le lecteur devra vérifier consciencieusement la teneur des déclarations données. Le procès-verbal s'avère donc le véritable récit de la garde à vue. Son caractère complet doit permettre d'en évacuer les zones d'ombre. Mais celui qui éclaire le lecteur du PV, magistrat ou avocat, n'est autre que le protagoniste principal de la garde à vue. B. La parole de l'enquêteur. Durant l'enquête policière, les procès-verbaux sont rédigés par les officiers de police judiciaire ou les agents sous leurs ordres. Doivent figurer d'ailleurs le nom et la qualité de l'officier qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre. Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé. Une aide par un agent de police judiciaire est possible et l'acte doit mentionner son nom et sa qualité. Par définition, le PV est l'acte par lequel l'OPJ relate les opérations qu'il effectue. Ainsi, en matière d'interrogatoire, c'est sa parole que transmet le PV, car il reprend de manière synthétique les déclarations faites par la personne gardée à vue. Le PV reflète ses dires tels que les a compris l'enquêteur, ou du moins tels qu'il les a rédigés. Le principe n'est donc pas la reprise mot à mot des paroles de l'interrogé, mais la synthèse. La déontologie policière insiste tout de même sur une retranscription aussi fidèle que possible des déclarations 81. Celles-ci sont d'ailleurs mises entre guillemets, ce qui tend à faire croire que ce sont les propres mots de l'interrogé. Parfois, une expression propre à l'interrogé est reprise afin de mettre en relief sa signification. Mais la majorité de la rédaction a pour origine la prose de l'enquêteur. Le PV et les déclarations revêtent le style du rédacteur, faute d'orthographe comprise. Le problème du lecteur va donc être de déterminer quelle part de sélection des dires a été effectuée par le rédacteur, et sur quels critères. Mais cette question demeure quasi insondable en dehors de tout témoin à l'échange. La parole de l'enquêteur, aussi neutre et objectif soit-il, va transparaître dans la lecture du PV. Celui-ci sert autant à comprendre le suspect que l'enquêteur, et ce d'autant plus, désormais, que les questions posées doivent figurer sur le PV. Ainsi, à un individu poursuivi pour vol et maintenant une certaine version des faits, un OPJ va donner dans sa question sa version à lui. Si votre réponse est la stricte vérité, alors pourquoi votre femme donne une autre version aux enquêteurs, qui nous pensons est la vérité? Dans le même ordre d'idées, l'exaspération de l'OPJ face aux atermoiements de l'auteur dans une affaire d'homicide volontaire. Pour quelle raison refusez-vous de vous expliquer franchement, alors que votre frère J nous dit ce qu'il sait? Avec les éléments fournis par votre frère J, il est évident que chacune de ces trois personnes sera tôt ou tard contrainte de s'expliquer sur sa participation personnelle aux faits qui nous occupent. Croyez-vous que votre attitude puisse leur venir en aide? Dans ces deux cas, le PV relate clairement la parole et le sentiment de l'enquêteur et non plus seulement ceux de l'interrogé. Parfois, l'obligation de mentionner les questions posées va avoir comme conséquence, somme toute ironique, de permettre de vérifier par leur pertinence l'état des connaissances ou d'absence de connaissances des enquêteurs, notamment en droit pénal des affaires, droit complexe que seuls certains OPJ spécialement formés maîtrisent. Ainsi, une question totalement grotesque pourra trahir l'ignorance de l'interrogateur. Au contraire, avant la loi du 15 juin 2000, les questions n'étant pas obligatoires, en leur absence, cette parole ne pouvait qu'être indirectement constatée par l'emploi d'une formulation indirecte telle que celle-ci. Je peux seulement vous dire que ces trois garçons sont de Nantes. Vous me dites qu'ils sont de B, je ne vous réponds pas. Dans ce cas, le lecteur sait ce qu'a dit l'enquêteur par le « vous me dites ». Il en était et en est encore, de même pour certains actes effectués par l'OPJ qui ne peuvent pas être considérés comme des questions. C'est l'exemple de la présentation de photographies à la personne interrogée, en vue d'une identification. Les PV mentionnent alors des expressions telles que « Vous me présentez la photo de Monsieur X, je ne le reconnais pas. Vous m'apprenez que mon empreinte a été relevée sur la porte palière vitrée de l'appartement de S. » Le procès-verbal aurait pu aussi énoncer « La personne,
à qui a été soumise la photographie de Monsieur X, déclare ne pas le reconnaître. Ou bien, voici la photo de Monsieur X, vous le reconnaissez? Non. Ou encore, vos empreintes ont été retrouvées sur la porte palière vitrée de l'appartement de S, qu'avez-vous à dire? Souvent, les OPJ privilégient la première version afin de l'insérer dans le corps des déclarations de la personne interrogée pour ne pas couper sa structure alors qu'ils sont à l'origine de la démarche. Mais il n'en reste pas moins que la parole, ou plus précisément en l'espèce, l'acte de l'enquêteur, figure au PV. D'ailleurs, cette parole si décriée à l'audience en cas de déni du prévenu ou de l'accusé, pourra se voir fortement consolidée par la mention des questions sur le PV. En effet, en cas de contestation des déclarations sous le grief de questions orientées, imprécises ou déplacées, l'OPJ pourra à juste titre arguer de sa bonne foi et de son objectivité en renvoyant au texte des questions par lui posées. La transparence voulue par le législateur lui bénéficiera et renforcera la force de persuasion du PV et de l'enquête. Pour certains OPJ, la réforme doit être interprétée dans ce sens et ils ne s'y opposent pas. Cela ne change en rien leur compréhension du dossier et du PV. Ils connaissaient les questions qu'ils posaient même s'ils ne les écrivaient pas et ajoutent à leur crédit 82. Ainsi, directement ou non, le PV relate la parole de l'enquêteur. Après la loi du 15 juin 2000, cela n'en est que plus vrai puisque ces interventions sont marquées. Le déroulement de la garde à vue apparaît tout comme les actes et pensées des rédacteurs. Mais surtout, c'est le contenu des interrogatoires qui se précise par la mention des questions. Le lecteur devient témoin du véritable combat qui s'instaure entre l'interrogeant et l'interrogé. Spécificité des interrogatoires et auditions durant la garde à vue, le combat rhétorique. La garde à vue oppose un enquêteur désireux de connaître la vérité sur la commission d'une infraction à une personne dont il pense qu'elle possède des informations susceptibles de le renseigner, soit parce qu'elle y a participé, soit parce qu'elle a eu connaissance des circonstances. Entre ces deux protagonistes va alors s'engager un face-à-face solitaire sous la forme d'une discussion, dirigée par l'OPJ titulaire d'une certaine coercition. La garde à vue est une épreuve de force. L'enquêteur veut un résultat, et la personne veut sortir le plus rapidement. De cette confrontation, nul témoin et une seule trace, le PV. C'est à travers cet écrit que va exister pour le reste du procès la lutte pour les mots et autour des mots qui seront mis sur l'infraction. Le face-à-face inquisitorial. Les interrogatoires et auditions de garde à vue constituent la scène dans laquelle s'anime la confrontation entre une personne et une autorité policière qui a décidé de la priver momentanément de sa liberté afin qu'elle lui fournisse des informations. Certes, la coercition est plus faible lorsqu'il s'agit d'un simple témoin. D'ailleurs, le terme audition possède une moindre connotation inquisitrice que celui d'interrogatoire, réservé aux suspects. Néanmoins, les policiers et gendarmes affirment d'eux-mêmes que lorsqu'une infraction vient de se commettre, il est difficile de différencier les suspects contre lesquels la loi exige des indices de participation à la commission de l'infraction des témoins. Or, pendant l'enquête, la désignation d'un suspect passe par le placement en garde à vue. Après une longue période d'incertitude due à la volonté des policiers de rester les mains libres pour pouvoir interroger de manière contraignante tant les témoins que les suspects, le législateur du 15 juin 2000 avait fait le choix d'une définition objective du témoin et à contrario du suspect. Selon l'article 62 dernier alinéa du Code de procédure pénale, étaient considérés comme témoins les personnes contre lesquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. À l'inverse, le suspect était celui à l'encontre duquel il existait des indices, art. 63, 77, 154 Ces professeurs PE accent aigu N. Il permettait d'accroître l'exigence d'apparence en imposant une appréciation in abstracto de celle-ci. Tout individu placé dans la même situation que le policier, par exemple le procureur, devait avoir la même appréciation suspicieuse de la situation. Certains critiquèrent la précision extrême de la définition du témoin, et donc à contrario du suspect. Il était dit que les policiers entendraient comme témoins des personnes pourtant suspectes, quitte à les mettre en garde à vue par la suite si des éléments supplémentaires de suspicion intervenaient, comme un aveu.
Cette pratique, attentatoire aux droits de la défense, est tout de même régulière puisque n'existe pas, à l'instar des mises en examen tardives, une interdiction des mises en garde à vue tardives ou un équivalent de l'article 105c professeur PE accent aigu. Il faut ici y voir la logique même de la garde à vue que certains auteurs résument ainsi. Dès que le suspect tombe sous le coup de la suspicion policière, tous les efforts sont mobilisés afin de confirmer et de renforcer cette suspicion, essentiellement grâce à un aveu. Puis, dans un souci de conformité avec le droit européen, l'article 5.1 CCEDH autorisant l'arrestation et la détention d'un individu, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction, la loi du 4 mars 2002 reprit la formulation européenne pour fonder la garde à vue. Celle-ci concerne désormais la personne, contre laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Or, autant la notion d'indice est objective, autant celle de raison plausible est subjective. La définition du suspect est donc devenue subjective depuis 2002. On parle de subjectivisation des critères, qui rend le contrôle plus difficile et surtout, lâche la bride des OPJ. Cette nouvelle rédaction des motifs de garde à vue s'avère donc la réponse du législateur aux demandes pressantes des autorités policières se plaignant de ne pouvoir mettre en garde à vue des personnes dont l'audition, sous contrainte, apporterait des preuves. Elle s'oppose à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait une lecture relativement objective de la notion de raison plausible, au contraire du droit français. De plus, l'article 62c professeur PE accent aigu permet à l'OPJ de contraindre à comparaître devant lui, au besoin par la force publique, les personnes qu'il a convoquées et qui ne se sont pas présentées, ou celles dont il craint qu'elles ne se présentent pas. La contrainte vis-à-vis des témoins est donc bien présente même s'ils ne sont pas gardés à vue. Les frontières entre les statuts de témoin et de suspect deviennent plus poreuses. Le pouvoir de l'enquêteur sur le statut de ces personnes devient ainsi plus prégnant, et renforce donc le caractère inquisitorial de l'entretien. Au fil de l'enquête, des témoins deviennent suspects et des suspects de simples témoins. Entre-temps, les interrogatoires et les autres constatations matérielles auront permis de faire un tri. Mais il reste que le contenu de l'entretien est défini par le seul enquêteur qui somme le témoin de dire ce qu'il sait, et le suspect de s'expliquer. Ces questions tiennent plus de la requête que de la simple demande. Elles sont par nature des directifs. L'orientation de l'interrogatoire est fixée par l'OPJ, et la personne interrogée ou auditionnée doit se soumettre devant son autorité. Qu'il soit audition ou interrogatoire, l'entretien est une situation inégale, dissymétrique. Il est un face-à-face entre un représentant de l'autorité chargé de découvrir les auteurs des infractions, et un citoyen. Ce dernier ne peut compter dans l'instant que sur un lointain mais réel contrôle du parquet, sur le soutien éphémère mais rassurant de l'avocat et surtout, sur ses propres capacités de résistance, de répartie et de mémoire. Selon l'expression de Jean Susini, la garde à vue, ou plus précisément l'interrogatoire, est l'exemple type d'un face-à-face inquisitorial. Et cette confrontation a pour thème la vérité. De plus, depuis la loi du 9 mars 2004, cette confrontation pourra ouvrir sur certaines mesures de clémence et de protection de celui qui avoue et qui se repent. La collaboration succède alors parfois à la confrontation. Ainsi, le centre de gravité de la garde à vue s'avère l'interrogatoire tandis que celui de l'interrogatoire est la vérité telle que l'enquêteur se la représente d'après ses constatations. Selon Jean Susini, l'enquêteur dans le face-à-face se réfère toujours, plus ou moins clairement et fidèlement à une certaine illustration des faits qu'il s'efforce de reconstituer. L'enquête utilise, coordonne et synthétise des paroles et des images. Elle fait se correspondre l'oral et l'écrit. Elle traduit des informations exprimées par image en écrit. Mais le fait qu'il y ait des choses, des rapports entre les faits qu'on ne peut que montrer, la concerne directement. Dans le FFI, le langage verbal n'est évidemment pas le seul en action. Mais comment l'enquêteur réussit-il à se comporter par référence à l'idée qu'il se fait de la preuve que le système attend de lui ? Cette question, finalement, vu la situation, se traduit par la manière dont il lui est possible de se comporter à la fois en homme et en représentant de l'institution qu'il sert. Le face-à-face est celui des hommes, mais aussi celui de leur représentation de la vérité de l'infraction. L'interrogatoire est le lieu d'échange des deux points de vue. Évidemment,
Les protagonistes peuvent faire preuve de mauvaise foi ou faire de petits arrangements avec la vérité, pour essayer de ne pas avoir d'ennui. On pense ici à l'auteur qui nie toute participation. Cette référence à la vérité peut ainsi se vérifier dans l'exemple précédemment donné. Si votre réponse est la stricte vérité, alors pourquoi votre femme donne une autre version aux enquêteurs, qui nous pensons est la vérité? Ou encore, ce matin vous nous avez dit peut-être la vérité, mais il est évident que vous n'avez dit qu'une partie de la vérité. L'enquêteur a pour mission de découvrir l'auteur et les circonstances de l'infraction. Or, la situation policière par excellence, la garde à vue, est, en raison de sa proximité avec les faits et la plainte, toujours tentée d'être justicière. Cela lui impose un caractère passionnel, une sorte d'immaturité psychologique qui accentue le déséquilibre de l'interrogatoire au détriment de la personne entendue. Cette passion se retrouve dans le PV. La situation policière a un fort impact sur le psychisme du sujet enquêteur, et bien évidemment sur celui de l'interrogé. Elle est hyperactivante, et on ne peut pas dire qu'elle possède des effets insignifiants, neutres, sur le comportement ou la compréhension de l'enquêteur. D'où l'intérêt d'avoir un procès-verbal aussi détaillé que possible, pour connaître la stratégie de l'enquête. D'ailleurs, les OPJ se considèrent... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.